sommaire de cette édition, le Premier ministre algérien Abdelaziz Djirad a remis la démission de son gouvernement au président Tebboune, et ce, au lendemain de la proclamation des résultats des législatives. Lors d'une conférence de presse, le ministre burkinabé de la Communication a donné des détails sur l'enquête menée sur l'attaque survenue à Solane plus tôt en juin. Vous en saurez davantage dans cette édition. Et puis l'Afrique a besoin de 700 millions de vaccins contre le virus d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a déclaré la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Des habitants de Tripoli se disent optimistes avant une réunion internationale à Berlin sous l'égide de l'ONU avec les principaux acteurs du conflit en Libye. Cette réunion est destinée à pacifier durablement le pays 10 ans après la chute de Mouammar Kadhafi. Les mercenaires étrangers présents en Libye pourraient quitter prochainement le pays après des progrès dans les pourparlers de paix, a déclaré mercredi la chef de la diplomatie de ce pays après une réunion internationale à Berlin. Nous avons fait des progrès en ce qui concerne les mercenaires et nous espérons que dans les jours à venir, les mercenaires se seront retirés des deux côtés. Je pense que cela sera encourageant et renforcera la confiance des deux côtés, a déclaré lors d'une conférence de presse Najla Al-Mangouche. Toutes les forces étrangères et les mercenaires doivent être retirés de la Libye sans délai et le secteur de la sécurité doit être réformé et placé clairement sous une autorité et un contrôle civil unifié, stipule de son côté le texte de conclusion de la réunion internationale sur la Libye sous l'égide de l'ONU diffusé à la presse. Ce document précise toutefois que la Turquie, un des pays présents militairement sur le théâtre libyen, a introduit à ce sujet une réserve, sans plus de précision. En décembre, l'ONU estimait à quelques 20 000 le nombre de mercenaires et combattants étrangers en Libye, des Russes, des Tchadiens, des Soudanais ou encore des Syriens. Plusieurs centaines de militaires turcs sont eux aussi présents en vertu d'un accord bilatéral conclu avec le précédent gouvernement de Tripoli. Le Premier ministre algérien Abdelaziz Djirad a présenté ce jeudi sa démission et celle de son gouvernement au président Abdelmadjid Tebboune. Ceci au lendemain de la proclamation des résultats officiels des élections législatives remportées par le Front de Libération Nationale FLN au pouvoir. En fonction depuis le 28 décembre 2019, le Premier ministre algérien Abdelaziz Djirad, qui a remis sa démission au président Abdelmadjid Tebboune, va rester chef du gouvernement pour gérer les affaires courantes. J'accepte la démission, mais continue à gérer les affaires courantes jusqu'à la désignation d'un nouveau gouvernement, a déclaré le président Tebboune, cité par l'agence de presse officielle APS. Le chef de l'État a remercié son Premier ministre pour avoir dirigé le gouvernement dans des conditions difficiles, notamment en raison de la pandémie de Covid-19. Djirad, âgé de 67 ans, a plusieurs fois été donné partant, mais bien que critiqué pour sa gestion de la crise économique et sociale que traverse l'Algérie, il a été reconduit en juin 2020, puis en février 2021 lors d'un remaniement ministériel. L'Assemblée qui se dessine est susceptible de déboucher sur une coalition rassemblant les deux partis traditionnels, FLN et le Rassemblement national démocratique, les indépendants, les islamo-conservateurs et les petites formations proches du pouvoir. Sitôt élus, la plupart des députés indépendants ont fait allégeance au président Tebboune. Le chef de l'État algérien doit engager à partir de samedi des consultations avec les dirigeants des partis politiques et les représentants des indépendants en vue de la formation d'un nouveau gouvernement, a précisé un communiqué de la présidence. Le prochain chef du gouvernement devra appliquer la feuille de route du président Tebboune, à commencer par des élections locales d'ici la fin de l'année. Le pouvoir est en effet déterminé à reprendre la main après 2 ans et demi d'instabilité politique en ignorant les revendications de la rue, état de droit, transition démocratique, souveraineté populaire et justice indépendante.
Les auteurs présumés d'une tentative de coup d'État en janvier 2019 au Gabon ont affirmé ce jeudi à leur procès qu'ils essayaient de faire échec à un autre putsch. Ils seraient fomentés par un frère du président Ali Bongo Ondimba, alors en convalescence après un accident vasculaire cérébral. Un putsch pour empêcher un autre. C'est ce que révèlent les prévenus arrêtés après la tentative début 2019 de renverser Ali Bongo au Gabon. Devant le tribunal, les prévenus indexent un frère du président. Mais le président de la Cour spéciale militaire de Libreville, qui juge les 9 co-accusés, a rejeté jeudi les requêtes de leurs avocats pour faire comparaître le colonel Frédéric Bongo, selon un journaliste de l'AFP présent à l'audience. Au moment du coup raté, l'officier était le chef du plus puissant des services de renseignement du pays. Il avait été écarté du premier cercle du pouvoir 9 mois plus tard pour être nommé attaché militaire de l'ambassade du Gabon en Afrique du Sud. Le 7 janvier 2019, un groupe d'une dizaine de militaires mené par le lieutenant Kelly-Ondo Obiang, membre de la garde républicaine, l'unité d'élite et garde prétorienne du président, avait appelé sur les ondes de la radio-télévision gabonaise au soulèvement populaire, disant vouloir sauver le pays du chaos. Mais il n'avait été suivi par personne et la tentative de putsch avait rapidement tourné court. 2 putschistes avaient été abattus par les forces de sécurité et Kelly-Ondo Obiang a été arrêté comme 8 autres militaires. Les 9 accusés, jugés depuis le 18 juin notamment pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et qui risquent la prison à vie, ont affirmé à la barre qu'ils voulaient empêcher Frédéric Bongo de prendre le pouvoir par les armes et dénonçaient notamment la présence de mercenaires sur le territoire. Selon leurs avocats, le mobile de mon client est qu'il a empêché une tentative de coup d'État. On ne conteste pas l'infraction, mais on tente de l'expliquer, a déclaré à l'AFP Ange Kevin Zigou, un des avocats de la défense. Ali Bongo se trouvait alors en convalescence au Maroc à la suite d'un grave AVC 2 mois plus tôt. Ce journal se poursuit. Le gouvernement burkinabé se prononce sur les attaques du lundi dans le nord du pays. Plusieurs policiers ont en effet été tués dans une embuscade djihadiste. L'attaque de Solane était aussi au menu de cette sortie du ministre de la Communication que je vous invite à suivre. Nous confirmons ce chiffre de 11 policiers tués. Donc suite à cette embuscade de cette équipe de la police, l'unité CRS qui aurait été relevée et donc qui devrait quitter Foubé pour rejoindre Barsalgo et qui est malheureusement tombé dans une embuscade. Ce matin également d'ailleurs, nous pouvons aussi retenir que 2 de nos vaillants fils aussi sont tombés, des équipes qui sont allées pour les recherches et le ratissage sont tombés sur un engin explosif. Quelques éléments d'enquête et d'information sur cela qui ont pu être obtenus par 2 suspects, puisqu'il faut être aussi dans le jargon judiciaire. Tant qu'il n'y a pas de procès, on ne peut pas... qui avaient été donc appréhendés quelques jours avant l'attaque de Solane et qui, après les interrogatoires à Ouagadougou, quelques jours après l'attaque, a pu révéler et donner des informations. Et je peux le partager avec vous. Les assaillants étaient en majorité, par exemple, des enfants dont l'âge est compris entre 12 et 14 ans. Ça, c'est une information que nous n'avions pas au moment de l'attaque, que des femmes aussi avaient joué un rôle en indiquant des concessions ou des cibles. L'information la plus importante, c'est que l'interrogatoire de ces 2 personnes indique que le groupe qui a perpétré l'attaque s'appelle le Moudjahi Al-Qaïda. C'est un groupe affilié au G6. Au Mali, un abbé enlevé lundi dans le centre du pays est toujours retenu, contrairement à des informations initiales qui le donnaient pour libéré, en même temps que 4 autres catholiques. C'est ce qu'ont indiqué des responsables de sa communauté ce jeudi. Un responsable de l'église de Mopti, dont il relève ainsi que le gouverneur, avait dit mercredi que les 5 catholiques kidnappés par des hommes armés après leur départ de Ségué avaient été libérés. Les 4 compagnons catholiques laïcs de l'abbé Léon Touillon sont arrivés ce mercredi à Ségué, mais sans le prêtre et son véhicule, a dit un responsable de la communication de l'église malienne, l'abbé Fernand Koulibaly.
4 des 5 personnes ont été libérées et sont arrivées à Ségué, mais le curé n'a pas été libéré, a corroboré l'abbé Kizito Togo, un responsable de la paroisse de Mopti. Le groupe parti de la localité de Ségué, situé sur le plateau d'Ogon et peuplé en grande partie de catholiques, avait été victime de ce rare enlèvement alors qu'il avait pris la route pour assister à l'enterrement d'un autre abbé. On parle santé pour finir cette édition. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Matshidiso Moïse, a déclaré qu'il faudrait 700 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le Covid-19 pour atteindre l'objectif de l'OMS de vacciner entièrement 30% de la population africaine d'ici la fin de l'année. Suivons la directrice régionale à ce propos. Pour atteindre les objectifs de l'OMS de vaccination totale de 10% de la population du continent, il faut 250 millions de doses supplémentaires. Et pour atteindre 30% d'ici la fin de l'année, l'Afrique a besoin d'environ 700 millions de doses supplémentaires. Voilà donc l'ampleur des besoins en Afrique. Les Africains ont été vaccinés avec une première dose d'un vaccin qui a vraiment besoin d'une deuxième dose pour fonctionner de manière optimale. Et ces approvisionnements s'avèrent être un énorme combat. L'urgence d'avoir les vaccins disponibles en ce moment est donc énorme. Il faut aussi un changement dans les entreprises de fabrication de produits pharmaceutiques et dans certains pays riches qui ont non seulement acheté des vaccins, mais qui ont payé à l'avance des provisions de vaccins pour permettre aux pays africains, à travers ce mécanisme de l'Union africaine, de se procurer ces vaccins. De sorte qu'il s'agisse d'un véritable partenariat de dons et d'ouverture d'un espace permettant à l'Afrique d'accéder à des vaccins achetés afin de remédier à l'énorme disparité qui caractérise la situation actuelle. La troisième vague prend de la vitesse, se propage plus vite et frappe plus fort. Nous avons dépassé le pic de l'année dernière et au taux actuel d'infection, la flambée actuelle devrait dépasser la précédente d'ici début juillet. C'est incroyablement inquiétant. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.